Vous écoutez Voyages amusants. Un livre écrit par Chapelle, Bachaumont, Lotin, Néel, N. Pompignan, et lu par la voix modélisée de Patrice Robitaille. Voyages de Chapelle et Bachaumont. C'est en vers que je vous écris, messieurs les deux frères, nourris. Aussi bien que Jean de la ville, aussi voit-on plus de perdrix en 10 jours chez vous qu'en 10 000 chez les plus friands de Paris. Vous vous attendez à l'histoire de ce qui nous est arrivé depuis que, par le long pavé qui conduit Guy-Rive de Loire, nous partîmes pour aller boire à les eaux, dont je me suis trouve, assez mal pour vous faire croire que les destins ont réservé ma guérison et cette gloire aux remèdes tant éprouvés. Et par qui, de fraîche mémoire, un de nos amis s'est sauvé du bâton à pomme d'ivoire. Vous ne serez pas frustrés de votre attente, et vous aurez, je vous assure, une assez bonne relation de nos aventures. Car M. de Bachaumont, qui m'a surpris comme Jean, commençait une mauvaise, a voulu que nous la fissions ensemble, et j'espère qu'avec l'aide d'un si bon second, elle sera digne de vous être envoyée. Chapelle. Contre le serment solennel que nous avions fait, M. Chapelle et moi, d'être si fort unis dans le voyage, que toutes choses seraient en commun, il n'a pas laissé, par une distinction philosophique, de prétendre en pouvoir séparer ses pensées. Et croyant y gagner, il s'était caché de moi pour vous écrire. Je l'ai surpris sur le fait et n'ai pu souffrir qu'il eût seul cet avantage. Ces vers m'ont paru d'une manière si aisée que m'étant imaginé qu'il était bien facile d'en faire de même. Quoique malade et paresseux, je n'ai pu m'empêcher de mettre quelques-uns des miens avec eux. Ainsi le reste de la lettre sera l'ouvrage de tous deux. Bien que nous ne soyons pas tout à fait assurés de quelle façon vous avez traité notre absence, et si vous méritez le soin que nous prenons de vous rendre ainsi compte de nos actions, nous ne laissons pas néanmoins de vous envoyer le récit de tout ce qui s'est passé dans notre voyage, si particulier, que vous en serez assurément satisfait. Nous ne vous ferons point souvenir de notre sortie de Paris, car vous en fûtes du témoin. Et peut-être même que vous trouvâtes étrange de ne voir sur nos visages que des marques d'un médiocre chagrin. Il est vrai que nous reçûmes vos embrassements avec assez de fermeté, et nous parûmes sans doute bien philosophes. Dans les assauts et les alarmes que donnent les derniers adieux. Mais il fallut rendre les armes, en quittant tout de bon ces lieux qui pour nous avaient tant de charme. Et ce fut lors que de nos yeux, vous eussiez vu couler des larmes. Deux petits cerveaux desséchés n'en peuvent pas fournir une grande abondance, aussi furent-elles en peu de temps essuyées, et nous vîmes le Bourg-la-Reine d'un œil sec. Ce fut en ce lieu que nos pleurs cessèrent, et que notre appétit s'aiguisa. Mais l'air de la campagne l'avait rendu si grand dès sa naissance, qu'il devint tout à fait pressant vers Antony, et presque insupportable à Longjumeau. Il nous fut impossible de passer outre sans l'apaiser auprès d'une fontaine dont l'eau paraissait la plus claire et la plus vive du monde. Là, 2 perdrix furent tirés d'entre les 2 croûtes dorées, d'un bon pain rôti dont le creux les avait jusque-là serrés, et d'un appétit vigoureux, toutes 2 furent dévorées, et nous firent mal à tous deux. Vous ne croirez pas aisément que des estomacs aussi bons que les nôtres aient eu de la peine à digérer 2 perdrix froides. Voilà pourtant, en vérité, la chose comme elle est. Nous en fûmes toujours incommodés jusqu'à Sainte-Verte, où nous couchâmes 2 jours après notre départ, sans qu'il arrivât rien qui mérite de vous être mandé. Vous savez le long séjour que nous y fîmes, et vous savez encore que M. Coyer, dont tous les jours nous espérions l'arrivée, en fut la cause. Des gens qu'on oblige d'attendre et qu'on tient si longtemps en incertitude ont apparemment de méchantes heures, mais nous trouvâmes moyen d'en avoir de bonnes dans la conversation de M. l'évêque d'Orléans, que nous avions l'honneur de voir assez souvent et dont l'entretien est tout à fait agréable. Ceux qui le connaissent vous auront pu dire que c'est un des plus honnêtes hommes de France, et vous en serez entièrement persuadés quand nous vous apprendrons qu'il a l'esprit et l'âme d'un Delbène, c'est-à-dire avec la bonté, la douceur et l'honnêteté, d'une vertu mâle et romaine, qu'on respecte en l'Antiquité. Nos soirées se passaient le plus souvent sur les bords de la Loire, et quelquefois nos après-dîners, quand la chaleur était plus grande, dans les routes de la forêt qui s'étend du côté de Paris.
Un jour, pendant la canicule, à l'heure que le chaud est le plus insupportable, nous fûmes bien surpris d'y voir arriver une manière de courrier assez extraordinaire, qui, sur une mazette outrée, bronchant à tout moment, trottait. D'ours sa casaque était fourrée, comme le bonnet qu'il portait, et le cavalier rare était tout couvert de toiles cirées, qui, fondant, partout dégoûtaient. Ainsi l'on peint dans des tableaux un Icare tombant des nues, où l'on voit, dans l'air épandu, ses ailes de cire en lambeaux, par l'ardeur du soleil fondu, choir autour de lui, dans les eaux. La comparaison d'un homme qui tombe des nues avec un qui court la poste vous paraîtra peut-être bien hardie. Mais si vous aviez vu le tableau d'un Icare que nous trouvâmes quelques jours après dans une hôtellerie, cette vision vous serait venue comme à nous, ou tout au moins vous semblerait excusable. Enfin, de quelque façon que vous la receviez, elle ne saurait paraître plus bizarre que le fut à nos yeux la figure de ce cavalier qui était par hasard notre ami d'Aubeville. Quoique notre joie fût extrême dans cette rencontre, nous n'osâmes pourtant pas nous hasarder de l'embrasser dans l'état qu'il était. Mais sitôt qu'au logis il fut retiré, débotté, frotté, dessiré, et qu'il nous parut délacé, il fut comme il faut embrassé. Nous écrivîmes en ce temps-là, comme, après avoir attendu inutilement l'homme que vous savez, nous résolûmes enfin de partir sans lui. Il fallut avoir recours à Blavet pour notre voiture, n'en pouvant trouver de commode à Orléans. Le jour qu'il nous devait arriver un carrosse de Paris, nous reçûmes une lettre de M. Boyer par laquelle il nous assurait qu'il viendrait dedans, et que ce soir-là, nous souperions ensemble. Après donc avoir donné les ordres nécessaires pour le recevoir, nous allâmes au-devant de lui. À 100 pas des portes parues, le long du grand chemin, une manière de coche fort délabrée, tirée par 4 vilains chevaux et conduit par un vrai cocher de louage. Un équipage en si mauvais ordre ne pouvait être ce que nous cherchions, et nous en fûmes assurés quand 2 personnes qui étaient dedans, ayant reconnu nos livrées, firent arrêter. Et lors sortit avec grand cri un béquillard d'une portière, fort basané, sec et tout gris, béquillant de même manière que Boyer béquille à Paris. À cette démarche, qui n'eût cru voir M. Boyer? Et cependant, c'était le petit-duc avec M. Potel. Ils s'étaient tous deux servis de la commodité de ce carrosse. L'un pour aller à la maison de monsieur son frère auprès de Tours, et l'autre à quelques affaires qui l'appelaient dans le pays. Après les civilités ordinaires, nous retournâmes tous ensemble à la ville, où nous lûmes une lettre d'excuse qu'ils apportaient de la part de M. Boyer. Et cette fâcheuse nouvelle nous fut depuis confirmée de bouche par ces messieurs. Ils nous assurèrent que, nonobstant la fièvre qu'il avait pris malheureusement cette nuit-là, il n'eût pas laissé me partir avec eux, comme il l'avait promis, si son médecin, qui se trouva chez lui par hasard à 4 heures du matin, ne l'en eût empêché. Nous crûmes sans beaucoup de peine que, puisqu'il ne venait pas après tant de serments, il était assurément fort malade et presque aux abois, car on peut, sans qu'on le cajole, dire, pour la première fois, qu'il aurait manqué de parole. Il fallait donc se résoudre à marcher sans M. Boyer. Nous en fûmes d'abord un peu fâchés, mais, avec sa permission, en peu de temps consolés. Le souper préparé pour lui servit à régaler ceux qui vinrent à sa place. Et le lendemain, tous ensemble, nous allâmes coucher à Blois. Durant le chemin, la conversation fut un peu goguenarde. Aussi étions-nous avec des gens de bonne compagnie. Étant arrivés, nous ne songeâmes d'abord qu'à chercher M. Colomb. Après une si longue absence, chacun mourait d'envie de le voir. Il était dans une hôtellerie avec M. le Président Le Bailleul, faisant si bien l'honneur de la ville qu'à peine nous put-il donner un moment pour l'embrasser. Mais le lendemain, à notre aise, nous renouvelâmes une amitié qui, par le peu de commerce que nous avions eu depuis 3 années, semblait avoir été interrompue. Après 1000 questions, faites toutes ensemble, comme il arrive ordinairement dans une entrevue de fort bons amis qui ne se sont pas vus depuis longtemps, nous eûmes, quoique avec un extrême regret, curiosité d'apprendre de lui, comme de la personne la plus instruite, et que nous savons avoir été le seul témoin de tout le particulier, ce que fit en mourant notre pauvre ami Blot, et ses moindres discours, et sa moindre pensée. La douleur nous défend d'en dire plus d'un mot. Il fit tout ce qu'il fit d'une âme bien sensée. Enfin,
Ayant causé de beaucoup d'autres choses qu'il serait trop long de vous dire, nous allâmes ensemble faire la révérence à son Altesse royale et de là dîner chez lui, avec monsieur et madame la présidente Le Bailleul. Là, d'une obligeante manière, d'un visage ouvert et riant, il nous fit bonne et grande chère, nous donnant à son ordinaire tout ce que Blois a de friand. Son couvert était le plus propre du monde. Il ne souffrit pas sur sa nappe une seule miette de pain. Des verres bien rincés, de toutes sortes de figures, brillaient sans nombre sur son buffet, et la glace était tout autour en abondance. En ce lieu seul, nous bûmes frais, car il a trouvé des merveilles sur la glace et sur les banquets, et pour empêcher les bouteilles d'être à la merci des laquais. Sa salle était parée pour le ballet du soir. Toutes les belles de la ville priaient, tous les violons de la province assemblés, et tout cela se faisait pour divertir madame Le Bailleul. Et cette belle présidente nous parut si bien ce jour-là qu'elle en devait être contente. Assurément, elle effaça tant de beauté qu'à Blois on vante. Ni la bonne compagnie, ni les divertissements qui se préparaient ne purent nous empêcher de partir incontinent après le dîner. Amboise devait être notre coucher, et comme il était déjà tard, nous n'eûmes que le temps qu'il fallait pour y pouvoir arriver. La soirée s'y passa fort mélancoliquement, dans le déplaisir de n'avoir plus à voyager sur la levée et sur la vue de cette agréable rivière, qui, par le milieu de la France, entre les plus heureux coteaux, laisse en paix répandre ses eaux et porte partout l'abondance, dans 100 villes et 100 châteaux qu'elle embellit de sa présence. Depuis Amboise jusqu'à Fontalade, nous vous épargnerons la peine de lire les incommodités de 4 méchants gîtes, et à nous le chagrin d'un si fâcheux ressouvenir. Vous saurez seulement que la joie de monsieur de Luçan ne parut pas petite de voir arriver chez lui des personnes qu'il aimait si tendrement. Mais nonobstant la beauté de sa maison et sa grande chair, il n'aura que les 5 vers que vous avez déjà vus. Ni les pays où croît l'encens, ni ceux d'où vient la cassonade, ne sont point pour charmer les sens ce qu'est l'aimable Fontalade, du tendre et commode Luçan. Il ne se contenta pas de nous avoir si bien reçus chez lui, il voulut encore nous accompagner jusqu'à Blaye. Nous nous détournâmes un peu de notre chemin pour aller rendre tous ensemble nos devoirs à monsieur le marquis de Jonzac, son beau-frère. Un compliment de part et d'autre décida la visite, et de toutes les offres qu'il nous fit, nous n'acceptâmes que des perdreaux et du pain tendre. Cette provision nous fut assez nécessaire, comme vous allez voir. Car entre Blaye et Jonzac, on ne trouve que Croupignac. Le Croupignac est très funeste, car le Croupignac est un lieu où 6 mourants faisaient le reste, de 5 ou 600 que la peste avait envoyés devant Dieu. Et ces 6 mourants s'étaient mis tous 6 dans un même logis. Un 7e, soi-disant prêtre, plus pestiféré que les 6, les confessait par la fenêtre, de peur, disait-il, d'être pris d'un mal si fâcheux et si traître. Ce lieu, si dangereux et si misérable, fut traversé brusquement, et n'espérant pas trouver de village, il fallut se résoudre à manger sur l'herbe, où les perdreaux et le pain tendre de monsieur de Jonzac furent d'un grand secours. Ensuite, d'un repas si cavalier, continuant notre chemin, nous arrivâmes à Blaye, mais si tard, et le lendemain nous en partîmes si matin, qu'il nous fut impossible d'en remarquer la situation qu'avec la clarté des étoiles. Le montant qui commençait de très bonne heure nous obligeait à cette diligence. Après donc avoir dit 1000 adieux à Luçan et reçu 1000 baisers de lui, nous nous embarquâmes dans une petite chaloupe et voguâmes longtemps avant le jour. Mais sitôt que par son flambeau la lumière nous fut rendue, rien ne s'offrit à notre vue que le ciel et notre bateau, tout seul dans la vaste étendue d'une affreuse campagne d'eau. La Garonne est effectivement si large, depuis qu'au bec des Landes d'Ambès elle est jointe avec la Dordogne, qu'elle ressemble tout à fait à la mer, et ses marées montent avec tant d'impétuosité qu'en moins de 4 heures nous fîmes le trajet ordinaire et vîmes au milieu des eaux devant nous paraître Bordeaux, dont le port en croissant resserre plus de barques et de vaisseaux qu'aucun autre port de la terre. Sans mentir, la rivière était alors si couverte que notre felouque eut bien de la peine à trouver une place pour aborder. La foire, qui devait se tenir dans peu de jours, avait attiré cette grande quantité de navires et de marchands, quasi de toutes les nations, pour charger les vins de ce pays. Car ce fameux et rude port,
en cette saison, a la gloire de donner tous les ans à boire à presque tous les gens du Nord. Ces messieurs emportent de là, tous les ans, une effroyable quantité de vin. Mais ils n'emportent pas les meilleurs. On les traite d'Allemands. Et nous apprîmes qu'il était défendu, non seulement de leur en vendre pour enlever, mais encore de leur en laisser boire dans les cabarets. Après être descendus sur la grève, et avoir admiré pendant quelque temps la situation de cette ville, nous nous retirâmes au Chapeau Rouge, où M. Talman nous vint prendre aussitôt qu'il sut notre arrivée. Depuis ce moment, nous ne nous retirâmes dans notre logis, pendant notre séjour à Bordeaux, que pour y coucher. Les journées se passaient le plus agréablement du monde, chez M. l'intendant, car les plus honnêtes gens de la ville n'ont pas d'autre réduit que sa maison. Il a trouvé même que la plupart étaient ses cousins, et on le croirait plutôt le premier président de la province que l'intendant. Enfin, il est toujours le même que vous l'avez vu, hormis que sa dépense est plus grande. Mais pour Madame l'intendante, nous vous dirons en secret qu'elle est tout à fait changée. Quoique sa beauté soit extrême, qu'elle aura toujours ce grand œil bleu plein de douceur et plein de feu, elle n'est pourtant plus la même, car nous avons appris qu'elle aime, et qu'elle aime bien fort le jeu. Elle, qui ne connaissait pas autrefois les cartes, passe maintenant des nuits au lansquenet. Toutes les femmes de la ville sont devenues joueuses pour lui plaire. Elles viennent régulièrement chez elle pour la divertir, et qui veut voir une belle assemblée n'a qu'à lui rendre visite. Mademoiselle Dupin se trouve toujours là, bien à propos, pour entretenir ceux qui n'aiment point le jeu. En vérité, sa conversation est si fine et si spirituelle que ce ne sont point les plus mal partagés. C'est là que messieurs les Gascons apprennent le bel air et la belle façon de parler. Mais cet agréable Dupin, qui dans sa manière est unique, a l'esprit méchant et bien fin, et si jamais Gascon s'en pique, Gascon fera mauvaise fin. Au reste, sans faire ici les goguenards sur messieurs les Gascons, puisque Gascon il y a, nous commencions nous-mêmes à courir quelques risques, et notre retraite un peu précipitée ne fut pas mal à propos. Voyez pourtant quel malheur. Nous nous sauvions de Bordeaux, pour donner 2 jours après dans Agen. Agen, cette ville fameuse, de tant de belles le séjour, si fatale et si dangereuse au cœur sensible à l'amour. Dès qu'on en approche l'entrée, on doit bien prendre garde à soi, car tel y va de bonne foi pour n'y passer qu'une journée, qui s'y sent, par je ne sais quoi, arrêté pour plus d'1 année. Un nombre infini de personnes y ont même passé le reste de leur vie sans en pouvoir sortir. Le fabuleux palais d'Armide ne fut jamais si redoutable. Nous y trouvâmes M. de Saint-Luc arrêté depuis plus de 6 mois, Nord depuis 4 années, et d'Ortis depuis 6 semaines. Et ce fut lui qui nous instruisit de toutes ces choses, et qui voulut absolument nous faire connaître les enchantresses de ce lieu. Il pria donc toutes les belles de la ville à souper, et tout ce qui se passa dans ce magnifique repas nous fit bien connaître que nous étions dans un pays enchanté. En vérité, ces dames ont tant de beauté qu'elles nous surprirent dans leur premier abord, et tant d'esprit qu'elles nous gagnèrent dès la première conversation. Il est impossible de les voir et de conserver la liberté, et c'est la destinée de tous ceux qui passent en ce lieu-là, s'ils ont la liberté d'en sortir, d'y laisser au moins leur cœur pour otage d'un prompt retour. Ainsi donc qu'avaient fait les autres, il fallut y laisser les nôtres. Là, tous deux ils nous furent pris. Mais, n'en déplaise à tant de belles, ce fut par l'aimable d'Ortis. Aussi nous traita-t-il mieux qu'elle. Cela ne se fit assurément que sous leur bon plaisir. Elles ne lui envièrent point cette conquête, et nous jugeant apparemment très infirmes, elles ne daignèrent pas employer le moindre de leurs charmes pour nous retenir. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.